Bienvenue sur l'épisode numéro 8 du podcast qui pose cette unique question aux professionnels de la mode. Qu'est-ce que la mode? Cette semaine, je vous partage la réponse d'Audrey Millet. Elle est ingénieure de recherche, historienne de la mode. Auditrice du podcast, je lui ai proposé de passer derrière le micro. Elle nous partage pourquoi, ou plutôt comment, la mode n'est pas devenue indispensable, mais plutôt comment cette science de la mode est indispensable. Habillé, habilleur, bonne écoute. Donc, je suis vraiment contente de te rencontrer et d'avoir ton partage, cette discussion vivante autour de cette question que tu as osé dire allez, c'est parti, sur qu'est-ce que la mode, quoi. Ouais, c'est une super question. Déjà, la mode, c'est un débat. C'est un débat parce qu'elle ne laisse jamais insensible. Même les gens qui disent je me fiche de la mode, en fait, déjà, commencent à la refuser. Donc, elle ne laisse pas insensible, elle est aimée, adulée, elle est décriée, elle peut être accusée souvent, elle va marquer les esprits, elle transforme les corps et elle dicte les attitudes. Les attitudes face à l'autre, les attitudes à l'égard de soi-même. La mode, c'est une séduction et un désir. Elle va faire réagir les consommateurs, qu'ils soient aisés ou modestes, mais également les scientifiques, les hygiénistes, les élites politiques et aussi les élites industrielles. Aujourd'hui, on peut l'étudier de diverses façons, parce que c'est une histoire totale. Par l'économie, par la consommation, par la fabrication, par les études de genre et également par le plaisir. L'approche qui me semble la meilleure pour aborder la mode est celle de l'histoire totale. On ne peut pas être exhaustif totalement, mais on peut offrir un panorama pour comprendre la mode, des nouvelles orientations. Donc notamment pour les jeunes chercheurs, donner des repères également aux stylistes, des clés de lecture aussi aux amateurs, aux étudiants et aux consommateurs. Donc il faut convoquer, pour comprendre la mode, les meilleurs spécialistes mondiaux, et ils sont souvent anglo-saxons, pour comprendre les grandes dynamiques d'un système, pour comprendre en fait un système de mode qui est extrêmement complexe. Le port de la ceinture à Athènes, la sandale antique, la chaussure médiévale, la garde-robe d'Henri VIII ou de Catherine d'Aragon, le colonialisme, la sape, l'utopie d'un vêtement nazi ou l'exposition de la mode ado. En fait, la mode, c'est tout le monde et depuis toujours et non pas depuis 1340, la Jacques de Charles de Gaulle. Oui. Donc, il faut d'abord passer par plusieurs constats, je pense, pour écrire et pour s'interroger sur la mode. Les constats techniques, des stylistes, des costumiers, de la couture, de l'aiguille bien placée, évidemment. Le constat de l'historien qui recontextualise, mais également le constat de l'historien de l'art qui peut également beaucoup apporter sur les représentations. Il faut remettre les artisans et les faiseurs de mode donc, dans leur atelier. Et dans l'atelier, ils ne sont pas spécialement contraints par l'État. Ils ont du plaisir à chercher une nouveauté, à recréer, à aller plus loin, à échouer et ensuite à réussir. Ils ont leur part de décision, mais il faut également se poser la question de la consommation. C'est-à-dire que la consommation, elle ne date pas du XVIIIe ou du XIXe siècle. L'envie, le plaisir touchent les populations depuis l'Antiquité. Et Gilles Lipovetsky nous explique très bien ça. Il nous dit qu'on passe d'un monde du capitalisme de consommation à un capitalisme de séduction après la Seconde Guerre mondiale, parce que tout est disponible. Il faut présupposer que le désir, en fait, est le prélude de l'action humaine pour comprendre la mode. Et depuis le début des systèmes de production, depuis le début des systèmes de fabrication, qui sont déjà bien rodés avant la fin du Moyen-Âge et le début de la Renaissance. Il faut interroger des évidences, notamment les évidences de la production textile. La production textile est-elle une production féminine et domestique depuis des siècles? Il y a quand même peu de chances pour que Pénélope
tisse tous les vêtements de toute la Grèce dans sa maisonnée. Enfin, moi, j'en doute. Donc, ces systèmes stéréotypés dans la maison, exclusivement féminins, ne peuvent pas être pris en compte tels quels. Il est également nécessaire de se demander quand apparaît le prêt-à-porter et les mesures stéréotypées. On ne peut pas finalement dater le prêt-à-porter lors de l'avènement du système métrique au XIXe siècle. Il faut bas de gamme, toujours penser bas de gamme, râler pâquerette. Comment on habille des milliers et des milliers d'hommes, par exemple pour les armées. Oui. Au XVIIe siècle, lorsque l'essor du colonialisme débute, en Angleterre et en France, il faut habiller des centaines de milliers d'hommes. C'est vrai. Donc, évidemment, les vêtements sont stéréotypés. C'est juste logique. Donc, sans mécanisation, ce qui veut dire que la mode n'est pas obligatoirement un synonyme de mécanisation. Il est inutile de rechercher les origines d'un système, d'un objet, parce qu'en fait, ça ne guide pas les questionnements. Il faut comprendre le système, mais ses origines, moi, je ne sais pas si les hommes préhistoriques se mettaient des petits colliers rouges, verts, jaunes, j'en sais rien, je n'étais pas là. Chaque période doit être interrogée à partir d'une méthodologie relativement identique, antiquité, médiévale, moderne ou contemporaine. Selon les travaux disponibles, il faut interroger la production, la fabrication, les acteurs, les élites, le consommateur, les textiles, les gestes du métier, toujours, les commanditaires, les adoptions et les rejets des modes, le genre, les corps, l'imposition des styles. Si on étudie la vie, il faut également étudier la nudité et la musique. Parce que le hip-hop a sa mode, le charleston a sa mode. Donc la musique est essentielle. Alors évidemment, tous ces thèmes n'ont pas les mêmes places selon les périodes, mais ce sont des objets de questionnement. La mode est souvent considérée, je veux dire encore toujours considérée, comme un détail futile et inutile de l'histoire. Donc l'histoire de cette discipline le prouve. Les sources de l'Antiquité grecque et romaine sont lacunaires, on le sait, et un certain nombre d'entre elles, en fait, sont postérieures à la période analysée. C'est-à-dire que les Romains vont parler des Grecs, ce qui ne nous arrange pas. Si cette histoire ne peut pas être monosource, ce qui a longtemps été le cas, il faut également prendre les sources imprimées, les vêtements, s'intéresser à l'archéologie, et comme ça, on va régler de nombreux problèmes d'interprétation, tout simplement. Ces problèmes d'interprétation, en fait, ont souvent été la cause, sont souvent venus des sources imprimées, qui sont en fait les plus accessibles. Ces sources imprimées, elles vont vider, puisqu'elles sont interprétées, imprimées, bien réfléchies avant, elles vont vider le vêtement, les gestes, l'économie, le quotidien des consommateurs de leur sens. Techniquement, ce qu'il nous faut faire, c'est donc prendre les sources archéologiques, prendre les sources imprimées, mais également prendre toutes les sources historiques et interroger les césures. Les césures historiques, elles ne peuvent pas être les mêmes lorsqu'il s'agit de l'histoire politique ou de l'histoire littéraire, ça tout le monde sera d'accord. Donc, on ne va pas calquer les mêmes césures pour l'histoire de la mode. La Grande Peste, la chute de Grenade, la prise de Constantinople ou la découverte des Amériques, on se demande si ça a vraiment un sens pour l'histoire de la mode. Le rythme aussi de la mise en place des systèmes économiques spécifiques, l'élargissement de la clientèle, l'appropriation des techniques vont différer selon les zones géographiques et selon les régimes politiques. L'histoire de l'URSS ne va pas produire le même type de mode. Les modes qui s'inspirent du rock vont arriver beaucoup plus tard que le rock'n'roll en Occident. Donc, il faut également prendre en compte les régimes politiques et considérer que l'Europe n'est pas un tout. Oui. Voilà, homogène, lisse. Autre césure importante qui bat l'histoire, 1789-1815. La Révolution française et le Congrès de Vienne n'ont pas changé en profondeur l'industrie de la mode.
En revanche, le début d'une seconde industrialisation, 1860-1890, impose la mécanisation des industries et des innovations chimiques. Là, d'accord. On peut parler d'une très longue modernité, en fait, en histoire de la mode. Très, très longue. La Première Guerre, elle modifie la géopolitique mondiale, mais elle n'a pas de conséquences directes pour notre étude. La Première Guerre, on n'a pas libéré les femmes en 14-18, clairement. Déjà, on a enlevé le corset avant. Et on a des résultats finalement vers 1920, tout simplement parce qu'après une guerre, on a envie de s'amuser et les mœurs se changent. Mais ce n'est pas la guerre elle-même qui va modifier ça. En revanche, les transformations culturelles, les transformations scientifiques, économiques et sociales du second conflit sont indiscutables. Mais elles sont clairement redevables à l'époque moderne. Il y a un terreau qui est déjà fertile avant. La question se pose de diviser le XXe siècle en deux parties. Et effectivement, à partir des années 80, on a un énorme boom de la mondialisation et d'une économisation globale. Ça, c'est une césure qui est, en fait, qu'on est actuellement en train de subir. Il faut également interroger qu'est-ce que la mode, la présence des anglo-saxons dans les bibliographies et la presque absence des Français, censés être quand même la terre de la mode, hein, le Made in France, le Made in Paris, c'est un problème. Donc, l'importance des anglo-saxons va nous rappeler qu'en fait, les études de la mode, à quelques exceptions près, en France, sont reléguées en coulisses et sans doute méprisées pour leur matérialité. C'est la matérialité, c'est le cambouis, en fait, qui gêne. C'est la petite goutte de sang de la couturière lorsqu'elle se pique le doigt. La culture française et universitaire n'a pas du tout fait le deuil des hiérarchies et des catégorisations. Elle privilégie encore la peinture d'histoire à la peinture de genre et nie la complexité d'un secteur, celui de l'habillement, car c'est ça, hein, ce dont on parle, dont elle est pourtant un des principaux acteurs. Et lorsqu'on s'intéresse à la bibliographie française, on se rend compte qu'en fait, les plus grands ont travaillé sur la mode et que les autres l'ont oublié. Donc, je pense notamment à Lucien Febvre, à Fernand Braudel, à Pierre Bourdieu, à Roland Barthes, à Gilles Lipovetsky et à Daniel Roche, qui ont tous étudié le corps habillé. Donc, dans une version historique, anthropologique, sociologique, en fait, une version totale. Ils n'ont pas été pris dans un système de catégorisation. Ils ne se sont pas sentis enserrés. Ils l'ont fait. Barthes a notamment expliqué sa propre inscription historique. Donc, dans son super article, super connu de 1957, donc Histoire et sociologie du vêtement, quelques observations méthodologiques, il expose cette histoire de l'histoire du vêtement et ses défauts. Barthes s'appuie notamment sur la critique de l'histoire historisante. Le vêtement est un événement qu'il faudrait donc dater, un phénomène homogène qui subit la politique, la religion et l'économie. Donc, on date le début du vertugadin, la fin de la crinoline, la naissance des cheveux courts. Donc, il y a un caractère totalement arbitraire dans ces dates. Il faut donc désormais examiner la mise en place en fait, d'un monde industriel tentaculaire, mais remonter dans le temps pour le comprendre. Ce monde industriel tentaculaire, c'est la mode, c'est le vêtement, c'est l'habillement, c'est les apparences. Donc, plutôt que de nier ou de critiquer l'importance de ce secteur, il faudrait plutôt analyser des dynamiques et des exemples significatifs pour en comprendre le sens, l'essor, son caractère indispensable et ses déviances. Il faut donc proposer une histoire de l'apparence habillée, mais également accessoirisée, maquillée, et maintenant on peut le dire, liftée.
Wow. Merci beaucoup pour ce cours et pour cette vision globale de la mode. Et c'est hyper, je me sens privilégiée d'avoir reçu ce cours particulier. Enfin, c'est même pas un cours, c'est justement de la culture et waouh, merci beaucoup Audrey. Bah, c'est quand tu veux, c'est C'est super de participer à hyper, tout ça. hyper riche. Euh, Waouh, bah y a pas de, moi je peux pas réagir et c'est pas l'objet. Bah, Euh, c'est super. ouais, Ça me fait plaisir de pouvoir en parler, de dire que tout ça, c'est super important. Si on nie ça, en fait, on nie les corps, c'est ça. donc notre propre existence et l'existence des autres. Enfin, Mm, il manque quelque chose, il n'y a plus de société, en fait. ouais. Mais Parce que finalement, le seul truc la seule interdiction le matin que vous avez, vous vous levez le matin, vous pouvez sortir, les cheveux pas lavés, habillés avec plein de trous, horribles, en puant, sans vous laver les dents. Mais vous n'avez pas le droit de sortir nu. Mm, C'est la seule chose qui est interdite. Donc déjà, chaque jour, quotidiennement, le truc obligatoire que vous faites, c'est d'ouvrir votre placard. Donc ça a un sens. Ça a un sens qui est beaucoup plus important finalement. Vous pouvez même ne pas vous nourrir cette journée-là, mm. si vous sortez. Mais vous ne sortirez pas nu, sinon vous irez en prison. Ouais, c'est ça. Ouais, donc merci de remettre vraiment ce, ce vêtement, enfin ouais, cet habit au centre aussi de cette vie humaine en fait. Et que elle est limite, ben, elle n'est même pas une seconde peau, elle fait partie de l'être humain et ensuite il y a toutes les sphères de l'être humain, la politique, comme tu en as parlé, la politique, euh, la consommation, l'économie, tout ça. C'est dingue, tu as C'est su mettre les exactement mots ça. sur ça. C'est. Ouais. Là, je te voyais faire les gestes. J'explique à mes étudiants qu'en fait, la vie, il est au milieu. Mm. Donc, il faut prendre leur sujet d'étude comme ça, au milieu, au Mm. centre. Et ensuite, il faut ouvrir en pétales. Donc, allez, économie, sociale, intellectuelle, voilà, se poser, technique, fabrication, se poser toutes ces questions. Ah, politique, et ouvrir en pétales. C'est vraiment un sujet d'histoire totale.